BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. L'agence américaine Standard & Poor's livrera donc tout à l'heure son verdict sur la note de la France. Première question, tout comprendre, à quoi correspond cette note ? C'est la note qui traduit la solvabilité du pays, la capacité du pays à payer ses dettes dans les temps et donc la confiance que l'on peut ou pas lui accorder. Par exemple, là, au mois de juin, eh bien, la France va devoir rembourser les dettes qui généralement ont été émises en moyenne il y a 8 ans et qui arrivent à échéance au mois de juin 2023, tout simplement. On a 3 agences de notation, S&P qui est la principale, mais il y a également Fitch et Moody's, qui chacune dispose d'une grille d'une vingtaine de notes qui vont de AAA, la meilleure note, jusqu'à la lettre D, et également d'un qualificatif pour accompagner cette note, perspective stable ou perspective positive ou perspective négative. Par exemple, Standard & Poor's en 2012, janvier 2012, dégrade la France, lui retire son fameux AAA. On s'attendait à un cataclysme, ça n'a pas du tout été un cataclysme. Et puis, nouvelle dégradation au mois d'octobre 2012, où là on passe on était donc AA+, on tombe à AA, et sans nous avoir dégradé, depuis S&P a placé la France, cette fois-ci, sous perspective dite négative. Voilà la situation du jour. C'est pas la seule, parce que Fitch, dont vous avez parlé, a déjà dégradé la note fin avril, donc ça fera 2. Oui, ça fera 2, mais il ne se passera rien ce soir, demain et après-demain, c'est évident. On voit que Fitch n'a eu aucun effet sur les taux à 10 ans de la France, n'a pas creusé un écart particulier entre le prix auquel la France s'endette et le prix auquel l'Allemagne s'endette. Il faut voir que si S&P nous dégrade, on passe de AA à AA-, on passe de 17 sur 20 à 16 sur 20. Ça reste quand même une excellente notation. Après, le risque à terme, évidemment, mais d'ailleurs ça a commencé, c'est que la charge de la dette soit quand même, dans l'avenir, plus important qu'elle ne l'était par le passé, quand les taux étaient très bas, voire à zéro. Et le moment n'est pas loin où on aura un remboursement total de dette sur un an qui deviendra la première dépense de l'État, c'est-à-dire devant ce qui est aujourd'hui la première dépense de l'État, l'éducation nationale, avec un budget de 60 milliards par an. Mais au-delà du non-effet immédiat, c'est quand même un signe supplémentaire de la terrible dégradation de nos comptes publics. Enfin, objectivement, on a le plus gros déficit de la zone euro en 2023, on est le plus gros émetteur de dette de la zone euro en 2023. L'incapacité des gouvernements successifs à ne pas maîtriser la dépense publique est devenue chronique. Je vous rappelle qu'on n'a que des budgets déficitaires depuis maintenant 49 ans. Non, là, l'impact d'une dégradation, il est plus politique. Et c'est la grande nouveauté. Et on l'a déjà vu avec Fitch. En fait, la réforme des retraites, qui était une réforme normalement structurelle, censée rassurer les marchés, eh bien, elle a provoqué de l'inquiétude. Parce qu'elle a mis au jour en France l'impasse politique, l'absence de majorité au Parlement, et voire l'instabilité sociale du pays. Et ceux qui nous prêtent et qui achètent nos obligations émises par l'agence France Trésor, certes, ils veulent être remboursés, mais c'est quand même sur du long terme. Et quand on voit un pays qui devient instable socialement et politiquement, ça ne rassure pas. Et l'autre effet politique, c'est le risque de creuser un écart, pas simplement un écart de taux, entre la France d'un côté et les autres pays de la zone euro, dits frugaux, l'Allemagne en tête et les pays du Nord de la zone euro. Voilà où il y a un possible impact, plus qu'un impact de très court terme, sur le prix auquel nous empruntons. En qualifiant notre note, vous rappeliez qu'on conserve malgré tout une bonne note si on la compare à l'état de nos comptes publics. Comment ça se fait ? Ça se fait que la France a quand même encore des caractéristiques qui expliquent pourquoi, en dépit de sa situation, eh bien, elle reçoit encore la confiance du marché mondial. La première, c'est que c'est quand même le pays au monde qui a la réputation de lever le mieux l'impôt. Vous savez qu'on exporte nos spécialistes du Trésor dans les autres pays pour leur expliquer comment on lève l'impôt. La deuxième raison, c'est qu'on a objectivement une montagne d'épargne financière liquide chez les ménages français, plus de 4 500 milliards d'euros. Un pays qui a de l'épargne financière à ce niveau-là est un pays qui ne fait pas défaut. Et puis évidemment, on bénéficie de l'euro. On bénéficie de la signature de l'Allemagne, on bénéficie de la crédibilité de la BCE, on bénéficie d'une forme de certitude que s'il y a un pépin, la BCE, de toute façon, interviendra pour éviter le moindre risque de défaut sur un pays de la zone euro. On a testé avec la Grèce il y a quelques années ce que pouvait provoquer le risque d'un défaut sur un pays de la zone euro. On a vu qu'il valait mieux pas trop jouer à ça. Quand on a joué à ça avec la Grèce, on ne s'amuse pas à jouer à ça avec la France. Donc l'idée que la BCE est l'assureur et le prêteur en dernier ressort est bien inscrite partout. Mais objectivement, d'ailleurs, plus aucun pays souverainiste ne veut sortir de l'euro. Si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, vous n'auriez pas eu de quoi qu'il en coûte, vous n'auriez pas eu des dizaines de centimes de ristourne sur les carburants, et il est clair qu'on n'aurait pas 17 ou 16 sur 20 aux yeux des agences de notation si on était en francs aujourd'hui. Juste, ces fameuses agences, on rappelle qu'on les a un petit peu accusées d'avoir contribué à la crise financière en 2008. Ouais.
On peut leur faire confiance du coup? Alors, la notation des dettes souveraines et la notation des agents privés, objectivement, c'est pas le même monde. Le procès qui a été fait aux agences en 2008 est parfaitement justifié. Elles ont effectivement, toutes collectivement, accordé totalement aveuglement des triple A à des produits financiers toxiques venus des États-Unis. Vous savez, quand Bank of America ou Citigroup arrivaient devant Moody's ou Standard & Poor's pour leur montrer un produit de marché titrisé, triple A sans même regarder ce qu'il y avait dedans. Et puis on a vu la suite. Ça a gangréné l'ensemble de la finance mondiale. Mais la notation des dettes souveraines, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Déjà, l'agence n'est pas rémunérée pour noter les États, alors qu'elle est rémunérée pour noter les produits privés, j'ai envie de dire. Donc je ne ferai pas l'amalgame entre ce qui s'est passé en 2008, où là, la critique est fondée, et la réalité de l'observation, plus politique d'ailleurs qu'économique, de ce qui se passe aujourd'hui en France, par Fitch d'un côté, S&P donc aujourd'hui, et puis on aura la petite canadienne DBRS qui nous dira tout ça le 22 septembre, Moody's reviendra à la charge le 21 octobre, et Fitch à nouveau le 27 octobre. Et ben voilà de quoi remplir notre agenda. Et puis si vous avez envie de discuter ou de réfléchir autour de ces questions de finances publiques et de dépenses publiques, et ben je vous invite à regarder le site FIPECO de François Écal que vous connaissez bien. C'est la Bible absolue pour tout comprendre effectivement sur le fonctionnement. Et qui nous propose une lettre d'Alexis de Tocqueville de l'interventionnisme de l'État du 18e au 21e siècle, et notamment ce texte de Tocqueville, je vous invite, je ne sais pas si vous l'avez lu Nicolas, à aller jeter un œil, c'est assez édifiant. C'est une bonne réponse à ceux qui prétendent comme ça que la France est un pays néolibéral. Ou que c'est tout nouveau, c'est pas nouveau. Merci Nico.